Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour Agathe. Dominique de Villepin, on va revenir sur la politique américaine qui ébranle une fois de plus les Européens, sur vos relations avec la Chine aussi, mise en lumière dans une enquête réalisée par Radio France. Mais d'abord, Nicolas Sarkozy et son livre Journal d'un prisonnier. L'ancien président raconte une conversation avec Marine Le Pen. Il lui dit clairement qu'il ne s'associera pas à un front républicain contre le RN. Est-ce une bascule vers l'union des droites? Alors d'abord, permettez-moi de dire que j'ai été touché par les mots et par le témoignage de Nicolas Sarkozy concernant ce séjour en prison. Touché par ce qu'il dit sur sa famille, sur ses enfants, sur la façon de faire face, la lecture, l'écriture, le sport, la prière. Vous avez lu son livre? J'ai lu son livre. J'ai été gêné par la distribution de notes à la classe politique, comme s'il fallait classer en fonction de l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de lui, telle ou telle. Et j'ai été choqué par ce qu'il dit sur le Rassemblement national. Pourquoi ? Nous sommes à un moment où le Rassemblement national, c'est plus de 35% des intentions de vote des Français. Nous sommes à un moment où la stratégie nationale de sécurité américaine dit à quel point il souhaite appuyer les partis patriotes en France, sous-entendu les partis d'extrême droite. Nous sommes devant le risque d'une banalisation de ce qu'est le Rassemblement national. Et Nicolas Sarkozy, c'est pas nouveau, c'est une lente évolution depuis 2007. Est-ce que le bascule en marquant clairement sa volonté de banaliser le Rassemblement national. Je crois que c'est une erreur politique. Je crois que c'est une erreur morale et que cette erreur survient au pire moment. Est-ce que le cordon sanitaire, si cher à Jacques Chirac, est mort aujourd'hui avec le livre de Nicolas Sarkozy? Je ne dirais pas qu'il est mort, parce que ça, c'est les Français qui en disposent. C'est pas tel ou tel responsable ou ancien responsable politique. C'est les Français qui décideront. Et les Français qui auront l'occasion de prendre conscience de ce qui se joue pour notre pays d'ici à 2027. Car il faut être conscient du fait qu'en 2027 va se jouer le destin de l'Europe sur le plan politique et idéologique. Est-ce que nous serons une démocratie libérale, comme le souhaitent les Américains, qui font pression, et la stratégie de sécurité nationale américaine en témoigne? Est-ce que nous serons la porte ouverte pour tous les partis d'extrême droite afin de gagner l'ensemble de l'Europe? Est-ce que l'Europe tombera? C'est ce qui se joue. Alors ne réduisons pas aujourd'hui l'enjeu à de simples enjeux politiciens. Justement, vous parlez de ce... Non, un instant, pardon, pour rebondir sur ce que vous disiez. Est-ce que le Rassemblement national appartient à l'arc républicain, comme le dit Bruno Retailleau, pour vous ou pas? Alors, à l'arc républicain, oui. Est-ce que le Rassemblement national participe de l'esprit républicain? Non. Parce que... Vous faites la distinction. Je fais la distinction au-delà des hommes et des femmes. J'ai du respect pour Marine Le Pen, j'ai du respect pour Monsieur Bardella et bien sûr pour tous les électeurs du Rassemblement national. Et je suis sensible, peut-être le plus sensible, aux enjeux de souveraineté. Et c'est bien parce que je suis sensible aux enjeux de souveraineté et d'indépendance de la France et de l'Europe que je prends la position que je prends aujourd'hui. Vous pensez qu'il faut toujours un front républicain? Les idées qu'il porte sont des idées qui conduisent à l'asservissement de la France et de l'Europe. Et une fois de plus, il suffit de regarder la façon dont les États-Unis évoluent. Comment est-ce que Donald Trump est en train de développer son pouvoir aux États-Unis? En multipliant les gestes en direction d'une guerre civile culturelle. Et c'est ça qu'il fait avec ce document. Justement, vous en parliez. Et c'est cela qui est en train de commencer en France et en Europe. Un document choc que vous avez évoqué à l'instant, qui a été publié par l'administration Donald Trump vendredi, ça s'appelle la stratégie de sécurité nationale américaine, et c'est de très mauvais augure. L'Europe serait menacée d'un effacement civilisationnel à cause de l'immigration, peut-on y lire. Est-ce qu'on peut parler de rupture ou pas? Alors, il y a beaucoup de continuités. L'isolationnisme, le protectionnisme, la doctrine Monroe vis-à-vis de l'Amérique latine, tout cela est très ancien, 1823. Tout cela est très ancien. Mais il y a une donnée nouvelle, oui. C'est la volonté d'en découdre avec l'Europe, et avec l'Europe seulement. Regardons ce que cette stratégie dit de la Chine. Désescalade. Que dit-on de la Russie? Dégel. L'Europe, elle, a toutes les faveurs des États-Unis. C'est l'ennemi numéro 1 des États-Unis aujourd'hui? C'est la menace. Et il le place sur un terrain civilisationnel, il le place sur le terrain de la libre expression. C'est-à-dire qu'il est clair que l'offensive américaine vise à installer en Europe une démocratie illibérale,
partout dans nos États. Nous ne sommes plus selon les schémas de la démocratie libérale qui est l'engagement historique des États-Unis. Nous avons changé. Nous avons complètement changé de philosophie. Dominique de Villepin, et c'est cela qui est particulièrement inquiétant. Vous, l'homme du non à la guerre en Irak, vous pensez qu'on peut encore qualifier les États-Unis d'alliés ou c'est fini, c'est un ancien temps? Les États-Unis ont dit clairement, et en ce qui concerne l'OTAN, et en ce qui concerne l'Union européenne, et les coups pleuvent sur la Commission européenne, certains sont parfois justifiés d'ailleurs, mais il est clair que pour les États-Unis, nous ne sommes pas aujourd'hui une région, un espace à défendre. Et toute la politique vis-à-vis de l'Ukraine le montre. Les États-Unis, aujourd'hui encore, Donald Trump fait des leçons, des remontrances à Volodymyr Zelensky parce qu'il n'aurait pas lu le plan de paix américain. Donc on voit bien, on est dans un procès d'intention permanent vis-à-vis des dirigeants européens. On est dans une volonté de lâchage de l'Ukraine et on est dans une complicité idéologique vis-à-vis de la Russie. La Russie qui est épargnée effectivement dans ce document. Vous le disiez, quelques jours après un plan de paix proposé par les Américains qui est très favorable à Moscou, Emmanuel Macron se rend à Londres aujourd'hui pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Si vous étiez à la place du président aujourd'hui, que feriez-vous ? Il est temps de passer de la parole aux actes. Il y a eu trop d'occasions perdues de la part des Européens. Nous avons raté la capacité à peser avec les sanctions, de vraies sanctions, au lendemain de l'agression russe. Nous avons raté l'occasion de peser sur les livraisons d'armes. Nous avons toujours eu un train de retard. Nous avons raté l'occasion de peser avec un vrai plan de paix proposé par les Européens et l'Ukraine. Aujourd'hui, nous sommes marginalisés dans les discussions qui se tiennent à Genève ou qui se tiennent en Floride et nous essayons avec Volodymyr Zelensky de rattraper les choses. Personne ne fera croire à quiconque que l'Europe, avec ses 450 millions de personnes, avec ses budgets militaires, ne peut pas tenir tête à un État, la Russie, qui n'a pu, en 3 ans, que gagner quelques kilomètres carrés face à l'Ukraine. Nous avons une puissance, nous avons des capacités. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire allons plus loin dans la guerre. Il s'agit de marquer un rapport de force, de marquer un engagement. Et pour cela, on veut croire que nous avons besoin des Américains. Mais si les Américains ne sont pas au rendez-vous, prenons notre destin en main. Alors justement, Dominique de Villepin, est-ce que notre destin en main, c'est un service militaire? Puisque face à la menace russe, Emmanuel Macron souhaite rétablir un service militaire volontaire. On parle de 50 000 jeunes en 2035. Vous, qui étiez secrétaire général de l'Élysée en 1996, quand Jacques Chirac l'a supprimé, est-ce que vous pensez qu'il faut remobiliser notre jeunesse? Et si oui, comment? Il faut faire davantage. Il y a un peu plus de 200 000 militaires français, il y a 40 000 réservistes, et nous souhaitons renforcer le nombre des engagés. Le président Macron parle de 3 000 engagés dans un premier temps, jusqu'à 40, 50 000. 50 000 en 2035, c'est son objectif. Il est clair que nous devons renforcer à la fois pour avoir une capacité de masse, si nous devons, sur le champ de bataille, apporter notre concours, dans un cadre qui doit être précis. Il ne s'agit pas d'imaginer que le territoire français demain va être envahi, ni que l'ensemble des Français vont être menacés. Il s'agit de participer face à une agression russe qui aurait peut-être lieu dans les pays baltes ou dans les pays voisins, et donc d'être capable de peser. Mais ceci n'est pas suffisant. Nous voyons bien que 3 000, ça vise à renforcer la réserve. Le service national militaire volontaire remplace le service national universel qui n'a pas marché. Non. Nous allons voir comment dans les prochains mois fonctionne ce service. Moi, ma conviction, c'est qu'il faudra aller plus loin. Comment ? Nous avons besoin d'une mobilisation de l'ensemble de la nation. Et sur le plan de la compréhension par chacun de ce qui se joue, il est important de développer un esprit de résistance en France. Il faut une force de résistance civile. Et ça, c'est le rôle de tous les Français. Mais concrètement, Dominique de Villepin, pardon, parce que est-ce que ce serait obligatoire ou volontaire? Parce que nous sommes dans un cadre de guerre hybride. On le voit en matière de désinformation. On voit les drones à l'île longue. On les voit aux frontières des pays européens. On connaît la situation. Il y a à prendre en compte l'évolution de la guerre. Et donc, nous devons être mobilisés. Ce qui ne doit pas nous conduire à céder à l'hystérie ou à la peur. Il ne s'agit pas aujourd'hui de préparer la perte de nos enfants. Il s'agit
de Vous ne répondez marquer pas à la question notre volonté Pardon, vous ne répondez de pas à la question défendre d'Agathe et on a nos énormément d'autres Est-ce thèmes que derrière. ce serait un Obligatoire service ou pas? obligatoire, Dominique de Villepin? Parce qu'en 2006, il me semble que vous étiez démarqué de Nicolas Sarkozy sur sa proposition de rendre le service civil obligatoire. Vous disiez à l'époque que vous doutiez que ça corresponde aux aspirations de la jeunesse. Aujourd'hui, vous dites il faut un service obligatoire. C'est ça l'air du temps? Je crois qu'il faut être très prudent dans le passage de l'un à l'autre, tout simplement parce qu'il y a une complexité et qu'il faut savoir qui alors serait susceptible de l'organiser. On voit bien les réticences de l'armée, y compris au service militaire volontaire. L'armée, elle n'est pas là pour se détourner du rôle qui est le sien, qui est une armée de professionnels et qui donc n'a pas vocation à former des jeunes. Donc la question d'un service militaire obligatoire, elle passe par le règlement de problèmes pratiques qui aujourd'hui apparaissent quasiment insurmontable. Donc, montons en puissance progressivement, nous tirerons les leçons du service militaire volontaire décidé par Emmanuel Macron, nous devons renforcer la réserve et nous devons mobiliser l'esprit de tous les Français dans un esprit de résistance civile, face à des menaces cyber, face à des désinformations. Nous devons comprendre que nous sommes dans un temps où la bataille se joue autrement, pas seulement sur le champ de bataille, pas seulement avec des blessés et des morts, mais aussi avec des systèmes vulnérables, nos hôpitaux, nos secteurs énergétiques, nos infrastructures. Tout ceci, nous devons en avoir conscience et il est important que les jeunes Français mesurent à quel point cet esprit de résistance dont nous avons hérité de l'histoire, eh bien, il doit être au rendez-vous. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. Dans un instant, on va revenir avec vous sur vos relations avec la Chine, mise en lumière par une enquête Radio France. On va parler de vos ambitions aussi pour 2027. Mais tout de suite, il est 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Diane Ferchit. Emmanuel Macron à Londres aujourd'hui pour une nouvelle réunion des alliés européens de l'Ukraine. Nouvelle rencontre avec Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand ainsi que le Premier ministre britannique. Au menu de ces discussions, les négociations actuelles sur le plan de paix proposé par Washington. Donald Trump de son côté accuse Volodymyr Zelensky de ne pas avoir lu ce plan de paix. Il se dit très déçu. Plus de 3 milliards de chiffres d'affaires illicites, 3 milliards d'euros, c'est ce que représente en France la cocaïne selon une étude de l'Office français des drogues et des tendances addictives révélée par le journal Le Monde. Pour la première fois, les dépenses en cocaïne dépassent celles pour le cannabis, la cocaïne étant vendue beaucoup plus cher. 2 médecins jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal de Paris, jugés pour des essais cliniques illégaux près de Poitiers sur près de 400 patients souffrant de maladies neurodégénératives, Alzheimer ou Parkinson. Des essais qui ont duré pendant 1 an et demi. Ils étaient financés par des dons des malades. L'heure de la reprise pour l'immobilier ancien, reprise timide selon le bilan 2025 des notaires publié aujourd'hui et que France Info a pu consulter. 11% de ventes en plus sur 1 an et c'est en Gironde que le marché repart le mieux. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, fondateur du parti La France Humaniste. Paul, on parle donc de cette enquête réalisée par la cellule d'investigation de Radio France. Enquête signée Élodie Guéguin et Géraldine Allot. Elles ont scanné vos voyages en Chine, une cinquantaine. Établi notamment que vous avez reçu 900 000 yuan, soit 94 000 euros pour 2 conférences en 2008. Des conférences pour une organisation financée par les autorités chinoises. N'est-ce pas un problème, monsieur le Premier ministre, de recevoir de l'argent d'un gouvernement étranger, qui plus est d'une dictature communiste ? Alors, merci de me poser la question. J'ai eu l'occasion pendant 1h15 de répondre à toutes les interrogations des journalistes de France Inter. Je rappelle qu'en 2007, quand j'ai quitté Matignon, j'étais menacé d'être pendu à un croc-de-boucher. J'ai dû donc inventer une activité. Je suis devenu avocat. C'est Nicolas Sarkozy à l'époque qui vous menaçait. J'ai créé ma société d'avocat, j'ai créé une entreprise de conseil par la suite. Villepin International. Parce que je voulais être indépendant. J'ai refusé les propositions de conseil d'administration en France et ailleurs pour n'accepter que des postes consultatifs ou faire à l'occasion des conférences. Tout ceci n'étant qu'une petite partie de mon activité puisque l'essentiel a été consacré au dialogue culturel et à l'art. Est-ce que la Chine est une dictature ? Permettez-moi de répondre d'abord à votre question qui est particulièrement claire. Il y a une révélation dans ce reportage et elle est importante. Et c'est ce que m'ont dit les journalistes en commençant l'entretien. Monsieur de Villepin, nous avons enquêté pendant de longs mois, nous avons cherché sur le Qatar et nous n'avons rien trouvé. Voilà.
Voilà la fake news qui a été répandue pendant des années et des années. C'est vrai que vous dans le étiez jeu politique régulièrement français. sur le Qatar. Donc ça, vous dites, il n'y a rien. Mais c'est pas moi qui le dis. Oui, et l'enquête en le l'occurrence, confirme, l'enquête effectivement. le montre. Deuxièmement, sur la Chine. C'est pour moi une grande fierté que d'avoir parcouru le monde, en Chine et ailleurs, tout au long de ces années. Pourquoi ? Si on veut pouvoir exercer des fonctions de responsabilité dans notre pays et en Europe, il faut de l'expérience et il faut de la connaissance. Tous les jours, et le voyage d'Emmanuel Macron le montre, on voit la difficulté de dialoguer et de parler avec la Chine, de trouver les moyens de défendre les intérêts de nos économies et de peser sur la scène internationale. Cette expérience-là, je l'ai. En ce qui concerne mon indépendance, Monsieur Laroutourou, vous me permettrez de dire très tranquillement que je l'ai prouvé sur les champs de bataille politiques et sur les champs de bataille diplomatiques. Et je l'ai répété que j'ai toujours veillé. Vous l'homme du non à la guerre en Irak. Je vous repose ma question. Et que j'ai pour vous, la Chine est une dictature, oui et ou non? que j'ai toujours veillé. Vous poserez la question à Emmanuel Macron la prochaine fois. C'est vous qui êtes face à moi. Et j'ai toujours veillé à respecter ce cadre d'indépendance. La Chine est un régime autoritaire à parti unique. C'est le système politique chinois. Je le détaille dans beaucoup de mes livres, et y compris dans le dernier. C'est important de comprendre comment fonctionne un pays. Vous voyez, nous sommes, trop souvent dans des logiques d'anathème. Nous voulons faire la leçon. Et qu'est-ce que répondent les Chinois et beaucoup d'autres ? Messieurs les Européens, messieurs les Français, le jour où vous sortirez du deux poids deux mesures que vous pratiquez entre l'Ukraine et Gaza, le jour où vous serez capable d'arrêter de donner des leçons au monde, Dominique de Villepin, pour être capable de défendre le droit et la justice de la même façon partout. Vous voyez, la voix de la France ne doit pas être divisible. C'est un engagement qui doit être absolu. Alors encore un mot, si vous me permettez, est-ce que je peux poser une question aussi ou pas ? sur l'enquête dont vous parlez. Oui. Toutes les informations, toutes les données qui sont évoquées sont sur l'Internet. Il n'y a pas de découverte et je n'ai jamais rien caché. Bon, ma volonté de transparence est totale. Oui, mais ça fait partie soit de la vie privée, soit du secret des affaires. Et je vais vous dire la vérité, je ne vois pas où est le problème. Mais peut-être pensez-vous différemment. Ce n'est pas illégal, mais vous, le gaulliste, vous, le chantre de l'indépendance, la question que l'on se pose, c'est est-ce que c'est compatible avec les plus hautes ambitions et est-ce que c'est compatible avec votre liberté de ton ? Parce que ce que cette enquête met en avant aussi, c'est parfois votre complaisance avec le président chinois, par exemple, en 2017, quand vous le félicitez après sa réélection à la tête du parti communiste, ou votre silence sur des sujets plus sensibles comme la persécution des Ouïghours, par exemple. C'est ça la question que l'on se pose. Est-ce que vous êtes libre de dire ce que vous voulez ? Tout ça est faux. Lorsque l'on parle à un État, il faut prendre en compte la nature de cet État et la façon la plus efficace de peser sur cet État. Je l'ai expliqué. Vous voulez dire que c'est de la diplomatie ? Je l'ai expliqué sur l'Algérie. J'ai des relations très anciennes avec la plupart des États de la communauté internationale et nous n'avons pas, nous, à donner des leçons sans réfléchir avant à la façon appropriée de le faire. Une fois de plus, ça fait partie de l'expérience et de la connaissance. Et l'exigence d'indépendance, le refus de toute forme de conflit d'intérêts. C'est quelque chose qui est posé depuis le départ. Je vous le dis, c'est pour cela que j'ai refusé toute responsabilité dans des conseils d'administration, tout ce qui n'était pas un conseil ou une conférence. Quand vous faites une conférence quelque part, vous exprimez des idées. Pourquoi on ne vous entend pas, monsieur de Villepin ? Pourquoi on ne vous entend pas sur le travail forcé de la minorité musulmane des Ouïghours ? Est-ce que les Chinois ont commis un génocide ? Pourquoi on ne vous entend pas sur les Ouïghours ? Mais parce que la situation est très différente. Est-ce que l'ONU qualifie la situation dans le Xinjiang de génocide? Non, aucune institution, il documente du travail forcé. Aucune. Mais oui, et vous entendez pas là-dessus. Mais je l'ai dit déjà et je l'ai écrit. Violation importante en ce qui concerne les droits de l'homme. Il y a des camps de rééducation qui sont effectués, mais vous ne pouvez pas franchir une certaine étape sans avoir les éléments. En ce qui concerne l'ONU, l'ONU a clairement indiqué la position qui était la sienne. Il y a le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui a parlé effectivement de violations importantes. J'adopte la position des Nations Unies et j'adopte la position de la France. Et sur le Tibet aussi ? Partout où j'ai été, j'ai défendu les positions de la France. Vous savez, les relations internationales, ce n'est pas un quiz. On n'est pas là pour se faire plaisir. Moi, je ne parle pas aux opinions publiques intérieures françaises quand je me déplace à travers le monde. Chinois. Je défends les intérêts de la France. Dominique de Villepin, et ma parole est la même là-bas
et ici. Un autre sujet qui concerne aussi la France et le monde. La semaine dernière, Pékin a déployé une centaine de navires de guerre autour de Taïwan qui dénoncent une menace. On ne vous entend pas non plus beaucoup sur Taïwan. Est-ce que vous diriez Mais vous comme... ne m'entendez pas parce que vous ne m'écoutez pas. Attentivement. Vous en parlez de Taïwan ? J'ai écrit, parlé, documenté sur l'ensemble de ces sujets. Et il est inacceptable que Pékin puisse vouloir régler la question taïwanaise par la force. Nous reconnaissons le principe, nous Français, d'une seule Chine, et c'est donc par le dialogue que les choses doivent évoluer. C'est la position de la France, c'est la position de l'Europe, je vous le rappelle. Est-ce que Taïwan est chinoise, comme le dit le député La France Insoumise, Aurélien Taché ? Madame Lambray, vous parlez de sujets que vous maîtrisez mal. Je vous pose une Vous question. parlez de sujets que vous maîtrisez mal. Je vous ai dit les choses. Principe d'une seule Chine, refus de tout règlement de la question taïwanaise par la force. Vous pouvez chercher à poser les choses différemment. C'est comme cela que les questions se posent. C'est comme cela que la France les pose, et c'est comme cela que l'Union européenne les pose. Une question budget avant de revenir à vos ambitions présidentielles et de vous poser la question qui, donc vous demanderons, car nous maîtrisons le sujet, d'être concis. Édouard Philippe annonce qu'en l'état, le groupe Horizon ne votera pas ce budget et ses troupes se sont largement abstenues vendredi sur la partie recettes. Que pensez-vous de la démarche d'Édouard Philippe ? Je la regrette pour ma part, comme j'ai regretté que Édouard Philippe demande la démission du président de la République. Je comprends le sens de la démarche qui est de s'émanciper du macronisme. Nous sommes dans un temps où la France a besoin d'unité et elle a besoin de stabilité. Nous avons besoin d'un budget et ce que je dis vaut pour tous ceux qui, au sein des Républicains, j'écoutais ce week-end M. Retailleau prendre position aussi contre le budget. Je le regrette. Sébastien Lecornu s'est donné beaucoup de mal pour essayer de bâtir un budget. Il est loin d'être parfait, mais il a le mérite d'exister. Et je pense que le prix de l'instabilité pour la France en matière économique, le prix de la prévisibilité pour les patrons français et pour les entreprises vaut la peine que la classe politique se mobilise et se donne du mal. Donc oui, nous avons rendez-vous, c'est le rendez-vous de l'action. Nous avons rendez-vous mardi pour faire passer le projet de loi de finances pour la sécurité sociale. J'espère que la classe politique sera au rendez-vous. Sachant que... Il y a un autre rendez-vous, pardon Dominique de Villepin, c'est 2027. Éventuellement, vous ne cachez pas vos ambitions. En 2012, vous n'aviez pas pu vous présenter faute de recueillir les parrainages nécessaires. Absolument. Aujourd'hui, vous sillonnez la France. Est-ce que c'est pour vous constituer un réseau, pour être certain d'être en capacité d'avoir ces 500 signatures? C'est la marque de ma détermination. Dans un moment difficile pour la France. Dans un moment qui décidera du destin de notre pays. Est-ce que nous serons dans... quelques mois, une démocratie libérale, un pays placé sous le joug des États-Unis et d'autres puissances, ou est-ce qu'au contraire, nous resterons indépendants? Je veux porter cet engagement, et c'est pour cela que, après les élections municipales de mars, j'organiserai une convention républicaine pour rallier toutes les forces qui souhaitent converger dans le même sens, qui est la défense des intérêts de notre pays. C'est pour cela que j'ai créé, nous ouvrirons le siège dans quelques semaines, nous avons multiplié les correspondants locaux. Nous avons aujourd'hui parmi la force principale de jeunes dans tous les partis politiques, une des forces principales. Prêt pour être candidat. Et tout cela pour être au rendez-vous de 2027, je le répète. De la question qui est un autre rendez-vous quotidien que vous retrouvez sur les réseaux sociaux de France Info. Aujourd'hui, la question qui démasque Dominique de Villepin. Au pouvoir, à l'époque, vous aviez privatisé les autoroutes, décrété l'état d'urgence et provoqué la colère des jeunes. Et voilà qu'aujourd'hui, chacune de vos propositions est saluée par la gauche sur Gaza, sur le climat, sur les retraites, au point que François Hollande vous présente comme un candidat LFI bis. Êtes-vous un insoumis masqué, Dominique de Villepin? Écoutez, je suis un homme libre, un homme indépendant. J'ai multiplié les expériences dans ma vie, je vous l'ai dit, expériences publiques, expériences privées, et j'ai acquis des convictions fortes et solides que je veux défendre. Et parler à la jeunesse, c'est tout simplement parce que je sens que ma génération a une dette vis-à-vis de la génération qui vient. Nos grands-parents avaient défendu le territoire français face à l'ennemi. Nos parents avaient reconstruit la France. Et nous laissons quoi ? Nous laissons une dette écologique, nous laissons une dette financière, nous laissons un doute sur la volonté de la France d'aller de l'avant de façon libre et indépendante. En 10 secondes, donc, ça vous plaît d'être un insoumis? Ce combat-là, pour les générations futures, j'entends le mener. Ça vous plaît d'être un insoumis dans un gant de velours, pour reprendre l'expression d'un de vos anciens ministres anonymes dans le Figaro ce week-end? Ça me
gratte, ça me chatouille, monsieur Laroutourou, de lancer le combat contre toutes les forces de la soumission. Et les forces de la soumission, ce sont les forces aujourd'hui populistes, ce sont ceux qui courent après les populistes, et c'est tous ceux qui refusent de voir que l'enjeu pour la France en 2027, c'est bien l'enjeu de nos libertés et de notre souveraineté. Merci. Et c'est pour cela que ce combat est si important. Merci beaucoup, Dominique de Villepin, d'avoir répondu aux questions de France Info. Merci, Paul. On se retrouve demain. À demain. Vous restez avec nous. Dans un instant, les informés avec Renaud Dely.